Chers fans de foot, chers téléspectateurs de Mental TV, et oui, c'est une grande nouveauté pour la reprise, c'est la rentrée du Clubhouse de Dribble. Et pour ce 51e épisode, eh bien, j'ai l'honneur d'accueillir un plateau relevé avec, à ma gauche, le journaliste Boris Saint-Jalm. Alors, une rentrée très dense, un plateau à la hauteur de l'événement. Donc Boris, notre aficionado au football est mode, avec une petite raison supplémentaire de pleurer le départ de notre confrère Didier Roustan. Oui, effectivement, triste nouvelle pour le journalisme sportif, mais on est quand même malgré tout content de se retrouver pour parler du foot luxembourgeois. Et puis l'actualité est, comme tu l'as dit, très très dense, donc on a hâte de commencer, on va juste se régaler. Et puis la relève est assurée au niveau vestimentaire. Toujours. À ma droite, dans un dessin animé, il aurait sans doute joué le rôle du méchant, et puis dans la vraie vie, aussi, puisque c'est notre patron. Simon Béot est avec nous. Je valide pas du tout cette présentation. Salut les gars. Comment ça va ? En pleine forme. Alors la reprise du Clubhouse avec plein de nouveautés. Le Clubhouse, on l'a bien préparé, on l'a bien bossé. Très hâte de commencer, d'accueillir notre invité. Eh ben oui, pour inaugurer ce nouvel habillage, notre invité, il a 28 ans, il est né à Toulouse, formé à Lyon puis à Dijon, il a porté les couleurs de l'AS Nancy-Lorraine, de Châteauroux ou encore Tours, avant d'arriver une première fois au Racing en 2019. En 76 matchs, à l'époque, il avait inscrit la bagatelle de 42 buts et 15 passes décisives. Après une aventure en Belgique puis en Allemagne, il est de retour au Grand-Duché à nouveau et pour notre plus grand plaisir, sous les couleurs du RFCU depuis cet été avec déjà 4 buts et 2 assists en 6 matchs. Le dernier match d'ailleurs spectaculaire. Bienvenue Yann Mabella. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Ça nous fait plaisir et puis votre équipe nous a régalé. Et justement au sommaire, nous allons voir le classement, les matchs, la BGL League. Après 6 journées, on va pouvoir tirer un premier bilan. Nous reviendrons évidemment sur le dossier phare de notre dernier magazine Dribble, sur les finances des clubs. On se posera la question des solutions qui peuvent être apportées. La PH, la Ligue 1 Dames et évidemment les Rood Leuven. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Et on commence avec les résultats du week-end en match d'ouverture. Ostert et la Jeunesse d'Esch se sont neutralisés 0 partout. Bettembourg est allé s'imposer pour sa deuxième victoire consécutive. Les deux seuls pour l'instant en 6 matchs face à Monderkange 2-0. Mondorf s'est imposé dans le temps additionnel sur un très beau coup franc 3-2 face à Wiltz. Differdange est allé remporter sa 6e victoire consécutive sur la pelouse de Pétange. Le Racing est allé s'imposer 4-2 contre Dudelange, on y reviendra avec notre invité. Le Progrès a écrasé Redange 5-1 et Luna Strassen continue sa belle progression en s'étant imposé 1-0 sur la pelouse du Fola. Ce qui nous donne au classement Differdange seul en tête avec 18 points et donc 3 points d'avance sur le Swift Espérange et le Progrès Niederkorn à 15. Et dans le top 4, s'est invité le Racing avec 14 points. En bas de classement, Fola et Wiltz comptent seulement 3 points et sont 14e et 15e. Et Monderkange ferme la marche avec seulement 0 points, puisque 6 défaites de rang. Alors messieurs, je vais vous poser cette question. Qu'est-ce que vous retenez après 6 journées, donc un 5e du championnat qui s'est déroulé? Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de saison? J'ai envie de dire, mais bon, c'est un peu facile, mais il faut retenir déjà la tête de classement avec Differdange. 6 matchs, 6 victoires, aucun but encaissé. Ouais, donc 6 clean sheets. 6 clean sheets, donc c'est vraiment très très costaud. Après, j'ai aussi envie de parler des poursuivants parce qu'on avait quelques doutes sur le Swift. Le Swift, voilà, on se demandait comment ça allait se passer. Il y a eu beaucoup de mises de contrats qui ont été terminés, beaucoup de changements dans l'effectif, un nouveau coach. On était en droit de se demander comment ça allait se passer. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal depuis le début de saison. Il y a eu un petit accident à Bettembourg, mais au global, c'est très très satisfaisant. Et puis oui, on a des belles équipes, voilà, pareil, le Progrès qui fait le boulot. Je ne vais pas tout dire. Mais non, parce que sinon, qu'est-ce que vous retenez si c'est l'intégralité des 16 équipes de BGL? Allez, si je dois retenir une équipe sur ce début de saison qui est peut-être un peu inattendue et que moi qui me fait vraiment plaisir à regarder, c'est le Racing. Le Racing, c'est vraiment... Et tu dis pas ça du tout parce que... Non, vraiment pas. Vraiment pas. D'ailleurs, au début de saison, j'attendais cette équipe-là, j'attendais de voir ce qui... Et je me moquais de toi. Voilà. Tout à fait. Me disais... Quand on voit le coach qui est recruté, voilà, qui arrive... Il y a un gros coach qui arrive. C'est un gage de exactement. Sérieux, de gros travail déjà, tactique. Ça montre que... Bon coach. Franchement, c'est du costaud. Ouais. Non, vraiment. Et puis, l'effectif tourne bien. Devant, ça marque beaucoup de buts. Donc, c'est vraiment pas mal le Racing. Ouais. Moi ce qu'on voit à un 5e du championnat, c'est qu'on va avoir une belle course au titre, à l'Europe, avec plus d'équipes que prévu.
Avant la reprise, on avait toujours nos 3-4 grosses équipes, celles qu'on a vues l'année dernière, en fait, tout simplement, qu'on a vues les saisons aussi précédentes. Les Differdange, le Progrès, le Swift, évidemment, et puis Dudelange. Et là, cette année, j'ai l'impression que ça se nivelle, mais par le haut, c'est super positif pour nous, pour notre championnat. On a effectivement le Racing qui va venir jouer son rôle de poil à gratter. On a Strassen qui était aussi pas très loin l'année dernière et qui a joué l'Europe dans des circonstances un peu particulières, mais en tout cas qui a joué l'Europe, donc c'est une belle expérience. Moi, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs pour Pétange, donc moi je m'arrêterai à ces 6 équipes en comptant aussi évidemment Dudelange. Donc on va avoir 6 belles équipes à mon sens. Hein. Après il y a poil à gratter, il y a Pétange effectivement, il y a encore Mondorf. La jeunesse a très mal débuté, donc on peut compter sur l'équipe d'Arnaud Bordy pour relever la tête rapidement et se mêler à tout ça. Mais non, c'est pas mal. Le champion en titre a fait, malgré sa déconvenue en Coupe d'Europe, a fait un départ incroyable. Tony Truant. Enfin, voilà, en jouant contre le Progrès du Blanc. Voilà. C'est juste complètement incroyable de 6 matchs de ne pas prendre de but, donc en changeant de gardien. En plus. En changeant de gardien, donc en perdant Romain Ruffier. Meilleur gardien. Aller chez le copain à côté. Voilà. Le Swift, moi ce que je retiens aussi, c'est que le Swift, ils ont ralenti leur politique de dépensière et de stars. En BGL League, parce qu'ils la mettent en Ligue 1 Dames. C'est ça, ils ont tout mis sur la division féminine. Certes. Mais néanmoins, accident à Bétambourg. Mais en tout cas, ils ont il y a quelques cartons et ils sont là. Ouais. Et puis Progrès, pour moi, le Progrès, c'est à surveiller de très près. Voilà, donc pour moi 3 équipes, beau championnat. On va prendre beaucoup de plaisir à avoir des matchs très équilibrés dans le haut du tableau. Il peut y avoir vraiment beaucoup de points à se partager. Donc ça, à mon sens, ça va être très serré. Sauf si Differdange décide de ne pas prendre de but de la saison. Voilà. Ça va être compliqué pour les autres. Champion à 5 journées de la fin, avec 0 but encaissé. Ouais. On pourra rebondir. D'abord, je vais demander à Yann, en tant qu'acteur, lui, du championnat, ce qu'il retient de cette première partie de saison avec le Racing. Ce que je retiens, c'est que déjà, il y a vraiment une course, on va dire, dans les premiers, c'est-à-dire que ça laisse très peu de points. Il y a des équipes qui ont démarré très fort. Je pense déjà à Differdange qui n'encaissaient pas de but et qui ont enchaîné que des victoires. Ensuite, on a des équipes comme le Progrès et Espérange qui sont là vraiment aussi pour suivre de près le leader. Et après aussi, il y a des équipes au milieu de tableau, je pense, qui sont là pour un peu jouer les troubles faits. Je pense à Pétange, je pense à Strassen. Et même nous, on se place dans cette position parce qu'on n'a pas tout gagné, mais on a réussi quand même à aller prendre des points dans des contextes un peu compliqués. Et il y a vraiment des équipes qu'il faut faire attention. Je pense aussi à la jeunesse, qui n'a pas très bien débuté, mais qui peut venir aussi un peu se recoller au classement. Oui, puis un effectif de talent quand même à la jeunesse. Exactement. Et je trouve que par rapport à toutes les équipes, j'ai un peu regardé le recrutement, etc. Il y a quand même de belles choses. Il y a quand même des beaux collectifs, des beaux effectifs qui sont mis en place. Et ça propose pas mal en termes de jeu. Il n'y a pas beaucoup de matchs où il n'y a pas beaucoup de buts, etc. Ouais. Au niveau offensif, il y a quand même pas mal de choses qui ressortent. Après, si je devrais parler de nous, le Racing, je pense que nous, en termes d'équipe, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer de la régularité. Ça veut dire qu'on a bien commencé, mais après... voilà. La régularité, c'est ce qui manquait lors de votre premier passage, lors de ton premier passage au Racing. Exactement, c'est-à-dire qu'on arrivait des fois à faire des bons résultats contre des équipes du haut tableau, et après les week-ends d'après, où il fallait confirmer dans des contextes un peu plus compliqués, des équipes un peu, on va dire, pièges, c'est là où on perdait des points et qu'on se retrouvait peut-être un peu largué au niveau du classement. Là, je pense que, en tout cas, sur cette première partie de saison, on a fait preuve de régularité, de sérieux. C'est que dans certains domaines où on pêchait avant, lors de ma première expérience, là, on a réussi à montrer un peu plus d'expérience à ce niveau-là. Et l'arrivée du coach Yannick Kakoko ou du directeur sportif et gardien Romain Ruffier, c'est quelque chose qui a insufflé une sorte de confiance pour avoir cette constance ? Oui, bien sûr. Je pense que Romain, l'année dernière, il était à Differdange, ils ont été champions. Donc je pense que ça aussi, quand tu fais partie d'un effectif qui est champion, qui domine, tu sais un peu ce que ça demande en termes de quotidien et d'exigence.
à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu vas gagner les gros matchs et tu vas aussi gagner les petits matchs, c'est ça qui fait la différence. Et le coach Yannick, pareil, moi je l'ai connu en tant que joueur la première fois. Ma première année au Racing, il jouait encore à Pétange. Et pareil, je pense que sa formation au Bayern Munich fait qu'il sait que ça demande de gagner. Donc là, il est venu au Racing. Je pense que c'est un projet où il a bien trouvé un bon effectif avec un bon projet. Et c'est à nous les joueurs maintenant d'adhérer à son projet et de faire la différence justement entre le jeu et l'exigence. On a fait une prépa où on a continué à recevoir des joueurs un peu sur le tard. Par exemple, on a Alan qui est arrivé encore la semaine dernière. Oui. Donc il fallait vite l'intégrer dans le groupe. Et je pense que c'est la force aussi de cette année, je pense, de notre équipe, c'est que chaque joueur trouve sa place rapidement. Ça veut dire qu'on a recruté pas mal de joueurs offensifs, des nouveaux joueurs. Il y a très peu de joueurs qui étaient là l'année dernière. Et le but, c'était de pouvoir adhérer plus rapidement au projet du coach et que chaque joueur trouve sa place et puisse s'exprimer rapidement. Et je pense que c'est ça qui fait la différence peut-être avec les autres années où on avait des bons joueurs. Mais c'est un peu plus compliqué de trouver chacun sa place. Et un équilibre sur le terrain. Exactement. Et je pense que là, c'est une chose qu'on fait très bien depuis le début de saison. Et comme vous avez dit avant, je pense que pareil, dans les matchs où on a été bon, on n'a pas eu la chance de s'exprimer face aux grosses équipes cette année. Et ça veut dire qu'on a pu prendre de la confiance aussi, pouvoir mettre des choses en place. Et on arrive contre une équipe de Dudelange où on sait qu'ils nous attendent. Et on est aussi conscient de leur qualité. On a regardé les matchs, on a vu de quoi ils étaient capables. Et je pense que c'était un bon challenge pour nous de montrer qu'on était capable de répondre face à une équipe comme ça. Oui, puis de répondre dans le jeu. Et puis alors effectivement, si on met de côté les grosses cylindrées, j'ai vu un certain nombre de matchs de Differdange, du Progrès et du Swift. Il y a deux équipes qui ont en tout cas retenu mon attention dans le jeu. C'est le Racing et c'est Pétange, effectivement, que tu soulignais également, avec un projet de jeu du coach Ribeiro qui est intéressant. Là non plus, j'aurais pas misé dessus au début de la saison avec une équipe qui était en totale reconstruction et en année de transition, un peu comme le Racing. Et puis c'est des équipes qui proposent du beau jeu. Alors je voudrais juste revenir, avant de passer à la suite, sur un certain nombre de choses. Là, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une lutte à l'Europe qui est passionnante. Le football va très vite quand même, parce qu'il y a 2 journées, on se posait la question, et pas nous uniquement, nos confrères dans la presse, de savoir si finalement on ne savait pas déjà qui allaient être les 4 premières équipes qui allaient se qualifier pour l'Europe. On s'est planté. Tout le monde... Non mais tant mieux, hein. C'est cool. Tant mieux pour notre championnat, tant mieux pour les spectateurs, tant mieux pour les joueurs qui ont une carotte, effectivement. Je pense que maintenant, alors sans aller jusqu'à dire vous voulez jouer l'Europe, mais vous prendrez ce que vous aurez en jouant match après match. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais ça va très vite parce que, effectivement, on se posait la question d'un championnat sans suspense. À 2 vitesses, Après les gars, attention, l'année dernière, à la même période, on avait, même à la trêve, on avait un top 4 qui se dégageait et on a vécu un super championnat parce que un 4, c'était pas défini. Et on a eu droit à plus parce que la jeunesse a fait une deuxième partie de saison canon et que Strassen a toujours été là, un peu planqué comme ça, mais ils sont toujours été là. Donc, non, puis on a aussi Mondorf qui est toujours aussi difficile à manœuvrer, qui perd toujours aussi peu chez eux, qui sont en embuscade. Ouais, non, ça va être chouette. Je pense que... On aura plein de choses à dire. Voilà. Bon, on va pas être à court de sujets. Ouais. Non, en effet. Et puis cette lutte acharnée, on en a l'habitude également en promotion d'honneur. Promotion d'honneur qui a joué également sa 5e journée ce week-end avec un match nul assez rocambolesque entre Mamers et Bissen 2 partout. Bissen menait 2-0 à la 96e, si je ne m'abuse. Et donc Mamers est revenu dans le temps additionnel avec un doublé de Mika Jäger. Canard s'est imposé 3-1 contre l'Alicentia Steinzel. Autre match nul, Rumelange contre Walferdange, 4 buts partout. Le promu, l'US Feulen, a tenu en échec le Berdenia Berbourg, 1 but partout. L'autre promu, Sandweiler, a tenu en échec quelqu'un qui est descendu de BGA League, c'est l'UN Kergeng, 2 partout. Luxembourg City a battu l'Etzel Heitelbruck 2-0. Begen et le Cupchen Vormeldange se sont quittés 2-2, 2 partout. Enfin, Chifflange est allé emporter le choc, l'affiche de cette 5e journée, 2-1 contre le Mariska Mersch. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le résumé en vidéo sur notre site mental.lu.
Au classement, c'est Kerjeng qui fait le creux avec 13 points, 2 points d'avance sur Mamers, Berbourg et Valferdange qui sont donc à 11 points. En bas de classement, on a 2 équipes à 1 point seulement. Étonnant, le Mariska Mersch et l'US Sandweiler. On passe à la Ligue 1 Dames qui jouait sa 2e journée ce week-end. Mamers a perdu dans un match à couteau tiré contre le SCL, donc 1-2. L'entente Wormeldange, WMGB désormais, a perdu face au Swift et son armada offensive 2-6. Diekirch et Differdange se sont quittés sur le score de nul de 2 buts partout. La jeunesse Young Leinster a perdu contre le Racing 0-3. Enfin, l'entente Osingen-Norden et l'Union Mertert-Wasserbillig, donc les 2 promus, se sont quittés sur le score de 1 but partout. Au classement, le Swift et elle sont seuls en tête avec 6 points. À noter que le Racing a un match en retard. Et en bas de classement, pour l'instant, l'entente WMGB n'a toujours pas pris de points. On passe à la suite avec notre dossier. Vous ne l'avez pas manqué, le dossier paru dans notre dernier magazine Dribble sur les finances des clubs. Ce dossier qui a fait le buzz avec l'heure des comptes. Je me suis penché sur les états financiers de tous les clubs qui étaient en BGL League lors de la saison 2023-2024, les comptes arrêtés au 1er janvier 2023. Et donc alors ces comptes sont publics, ils sont accessibles sur les sites internet des clubs concernés. Et en épluchant ces comptes, donc nous sommes aperçus à la rédaction qu'un certain nombre d'équipes de BGL, c'est-à-dire une majorité, avaient les comptes dans le rouge, donc des fonds propres inférieurs à 0. C'est ce qui permet en fait de pouvoir honorer ses dettes et payer ses salaires avec, et ça n'était qu'un secret de polichinelle, donc des impayés de salaire de plusieurs équipes envers leurs joueurs. Nous avons fait le point sur les recettes des clubs, notamment les subventions qui sont données par l'UEFA et surtout la FLF, les sponsors, et puis la masse salariale, donc ce que représentait dans les états financiers des clubs, les salaires des joueurs, des entraîneurs. Et on s'arrête souvent là, puisque la majorité des clubs fonctionnent sur la base du bénévolat. Alors avant de vous laisser la parole et de vous faire réagir, il y a eu une chose qui m'a surprise lorsque j'ai réalisé cette enquête, c'est de découvrir les contrats de joueurs en louage d'ouvrage. Alors je ne sais pas Yann si toi tu as déjà eu ce genre de contrat. Non. Alors ça n'est pas un contrat à durée indéterminée ou déterminée comme on peut les connaître. Un contrat de louage d'ouvrage, pour résumer, c'est une sorte de freelance du foot où vous êtes payé à la pige. Et c'est avéré que certains clubs pratiquaient de manière assez industrielle ce phénomène. Pourquoi avoir réalisé cette enquête ? C'était surtout de manière à pouvoir réfléchir sur l'avenir de nos clubs en BGA League, éventuellement de notre championnat, l'avenir du football, l'avenir des médias sportifs comme le nôtre. On est dépendant des bonnes performances, des bons résultats, bonne santé des de clubs, la bonne visibilité du foot en général. Quand l'équipe nationale rayonne, on voit la différence sur nos audiences, et je pense que c'est pareil pour les autres médias. Donc non, c'est important, effectivement, Marco, c'était important de se pencher sur l'état financier du championnat en règle générale, on l'entendait, on sait, on discute beaucoup avec les présidents, on sait que c'est une situation hyper délicate, que pas que pour des clubs de foot, la situation économique depuis plusieurs années est difficile, donc difficile pour les sponsors qui financent une partie des clubs de football. On entendait de ci, de là que tel club, on a entendu beaucoup d'Udelange, on a entendu Pétange. Donc voilà, l'idée du dossier de Dribble, c'était de faire un état des lieux général. De mon point de vue, moi j'aimerais entendre les institutions prendre la parole à ce sujet, de nous dire non, on peut rien faire, ou si on peut faire. Enfin, j'espère qu'on peut faire, évidemment. J'espère aussi, non, on doit faire quelque chose. On a besoin. Je pense que aujourd'hui, le championnat de première division luxembourgeoise, donc la BGL League, a besoin d'un plan de relance ou d'un plan d'action hyper ambitieux, en fait. Enfin, on a besoin d'avoir des gens ambitieux. Alors, est-ce que ça doit être le président de la fédération ? Est-ce que ça doit être la présidente de la Ligue ? Peut-être même, je pense que ça doit être eux deux ensemble, ou en tout cas, oui. ces deux institutions.
se mettre autour d'une table et se dire qu'est-ce qu'on fait là. Là, il y a quelque chose qui est hyper inquiétant. On a eu deux clubs, enfin plus de clubs, mais en tout cas deux clubs qui ont été pénalisés fortement par rapport aux licences UEFA. Donc on a eu le Swift qui va pas en Coupe d'Europe, c'est une catastrophe pour nous. Ouais, faut le dire. Clair, ouais. La conséquence, c'est que ça fait 2 ans on dépasse pas le 3e tour. Cette année, aucun club n'a dépassé le 2e tour. Et l'indice UEFA, Il fait que diminuer. Ouais. Et si on continue à ce rythme-là, dans 2 ans, on a plus que 3 clubs européens au lieu de 4. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, on est 48e et il faut rester dans le top 50 pour conserver ces 4 clubs européens. C'est là où moi je suis étonné. Alors peut-être qu'ils en parlent et on n'est pas au courant. Ils ont le droit aussi de ne pas tout nous dire. Mais il y a beaucoup de choses à travailler. Tu as parlé des statuts des joueurs, il faut réglementer ça, c'est pas possible. C'est clair, contrat professionnel, enfin statut professionnel ou pas, mais il faut avoir un statut équitable pour tout le monde, qui soit réglementé. Qui laisse pas de place à l'interprétation, parce que c'est pas normal. Et les règlements sont très anciens et parfois ça laisse un peu. Après, nous, on n'a pas fait ce dossier-là pour taper sur les présidents, pour taper sur les clubs, pour taper sur personne d'ailleurs, mais juste pour dire, enfin, je sais pas si il faut bosser sur un plan à 5 ans, à 10 ans. Il faut définir des objectifs clairs, ambitieux si possible, et surtout réalisables d'un point de vue marketing. Je vais un peu dans tous les sens, mais le modèle économique de nos clubs luxembourgeois aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? On a 3 types de clubs. Moi, j'ai réfléchi comme ça, on a 3 types de clubs. On a une exception qui est le Swift Esperange. On l'a vu quand M. Becca était à Dudelange, c'était la même chose, c'est-à-dire que ils ont un peu d'argent. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a décidé d'arrêter cette méthode, en tout cas pour ce début d'année. Un peu d'argent, ils achètent des gros joueurs, ils construisent des grosses armadas, ils dominent le championnat, c'est ce qu'on a eu pendant longtemps avec Dudelange. Avec le Swift, c'est pas si facile que ça, on l'a vu. Et ils ont été chercher 2 phases de groupe en Europa League. C'était génial, c'était fantastique. Le problème, c'est que derrière, on n'a pas réussi à capitaliser dessus. Donc ça, pour moi, ça c'est le premier modèle, mais c'est une exception. Et c'est le mécénat. C'est le premier modèle. C'est le gros mécénat. Et c'est pas sûr qu'on en ait plusieurs et que ça perdure même avec M. Becca. Donc ça, on sait pas. Ensuite, le deuxième modèle, on le voit, c'est la majorité des clubs du haut du tableau. C'est de recruter intelligent, d'essayer de former et de pouvoir vendre plus ou moins cher pour permettre, en complétant les budgets du haut sponsoring, la billetterie, la buvette, c'est bien, mais je pense pas que ça soit ce qui fasse vivre le club complètement. Mais pour ce genre de modèle, à ce moment-là, il nous faut une visibilité beaucoup plus grande. Il nous faut une visibilité du foot beaucoup plus grande. Aujourd'hui, si on a 3 jeunes ou 3 bons joueurs qui sont de très très bon niveau au Racing, au Progrès, à Differdange, il faut que les scouts à l'étranger puissent les visionner. Oui. Et aujourd'hui, on n'a pas les images qui conviennent. Et que ça soit... Alors, on va tout de suite... Mental, on a tenté d'avoir les droits TV, on les a pas eus. On a été chercher à part TV, on a présenté un projet à la Ligue, ça n'a pas été accepté. C'est comme ça, c'est pas grave. Ils ont voulu continuer avec à part TV sans nous. On leur souhaite le meilleur. Mais aujourd'hui, et comme avec RTL avant... On n'a pas des images. Enfin, on est en 2024 à Luxembourg, on n'est pas foutu d'avoir des belles images de nos matchs, quoi. C'est là en fait où tu mets le point sur le problème central pour moi. Ouais, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça, mais c'est super important, tu vois. C'est pas que la TV. Aujourd'hui, moi, je suis désolé, j'entends très peu la fédération parler du championnat de la BJ League, enfin de performance ou autre. On les voit, ils vont voir les matchs. Oui, bien on sûr. rencontre toujours Paul Philippe sur les gros chocs, ils sont tout le temps là. Mais je trouve que, il y a pas. Là, en plus, ils ont tenté de lancer la nouvelle un peu, cet été, un nouveau compte Facebook, des nouveaux réseaux sociaux où on pouvait se dire, peut-être que justement, ils allaient modifier ça. Ils ne sont pas alimentés. Et ils ne sont pas du tout alimentés, malheureusement. Ça, c'est la partie marketing, communication, c'est une part. C'est juste. Bien sûr, mais juste pour ajouter de l'eau au moulin. Après, il y a l'histoire de la réglementation des contrats. Voilà, il y a les règlements généraux, les règles du jeu, les statuts. Il y a des choses. Il y a 2 ans. On a eu cette histoire avec Jeff Strasser qui avait purgé son match de suspension chez les jeunes. Le règlement, il datait de 30 ans. Enfin, il faut une refonte quand même de pas mal de choses. C'est clair. Ça va prendre du temps, ça va pas se faire comme ça. Mais il faut qu'on ait au moins la volonté de le faire. Bien sûr. Ouais. C'est ça. Et c'est ça qu'on a envie un peu de
on réclame ça, ouais, clairement. Allez-y, Et puis les il y a gars. donc le troisième modèle économique. Le troisième modèle économique, à mon sens, c'est le club qui est. Le statu quo, quoi. C'est le club qui vit pas au-dessus de ses moyens, qui fait avec ce qu'il a. C'est-à-dire que il a pas une ambition démesurée, mais il dépense. Qu'il a, ce qu'il peut dépenser. Et d'ailleurs, quoi. ce sont les clubs du haut du classement financier. C'est ça. Oui. C'est ça. On est en train de payer des décennies de déséquilibre, de travail, je pense, et de communication entre l'équipe nationale et les clubs. Vous voyez ? Alors après, on ne pourra pas dire que la FLF ne s'y intéresse pas, puisque le service de presse de la FLF m'a demandé une copie de cette enquête. Donc normalement, il devrait la lire, puisqu'il la demande. Je dis pas qu'il s'y intéresse pas, mais en termes d'organisation, par exemple, ou de plan d'action à faire, je pense quelles sont les solutions ? Voilà, c'est ça. En fait. Moi, par exemple, j'aimerais avoir une personne qui soit dédiée à ça, parce que c'est ça, il faut ça maintenant. Il faudrait une tête de gondole, un leader qui se dise, moi, je vais booster la visibilité, la performance de la BGL League. Aujourd'hui, on a Karine Reuter qui est présidente de la Ligue, qui fait très bien son travail de présidente de la Ligue, mais en même temps, elle est présidente du Racing, et puis elle a un métier. Ouais, c'est ça, Est-ce que la solution, ça serait pas d'avoir quelqu'un à temps plein? Alors, je dis pas forcément président. Hein, oui, non, mais quelqu'un qui à la fédération ou à la Ligue? Mais la fédération, la Ligue, c'est sous l'égide de la fédération de toute façon. Enfin, je sais pas comment ils peuvent. À l'heure actuelle, oui, Moi, parce qu'il n'y a pas pas de transfert de pouvoir entre la fédération et la Ligue. C'est censé être, ils marchent main dans la main, en toute logique. Donc. Mais qu'ils décident ensemble. Mais en tout cas, il faut quelqu'un. Pour moi, ce qu'il faut faire, avant même il faut améliorer le produit dans son ensemble. Mais à tout niveau, sportif, marketing, financier, réglementaire. Il faut tout. C'est beaucoup de travail. Mais avant de faire ça, il faut peut-être trouver les personnes qui ont envie de le faire. Il faut accroître le spectre des gens qui sont susceptibles de regarder, de lire, de venir au stade pour pouvoir envisager des sponsors plus importants. On ne doit pas dépendre des sponsors. Certes. Il doit y avoir un autre modèle. Donc, on a parlé des transferts. Les transferts, peut-être qu'on doit essayer de vendre plus, vendre mieux. Mais est-ce qu'on a un bassin de joueurs assez large? Les infras. On peut aussi se poser la question par rapport à la stratégie qui a été jusqu'à présent gagnante autour de l'équipe nationale. À savoir que les jeunes, entre 14 et 17 ans, je pense, les meilleurs jeunes, ils basculent en mode archange. Et c'est une réussite. Hein. On a vu les résultats de l'équipe nationale ces derniers temps, c'est une réussite. Ils sont basculés et ensuite ils essayent de leur trouver des entrées dans des clubs pro, dans des centres de formation. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais ce qui risque d'abord, c'est qu'on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à franchir le pas, et qui se retrouvent dans l'antichambre. Voilà. Et la BGL League est dépeuplée à ce niveau-là. Donc, la capacité qu'auraient les clubs à faire des belles ventes, des belles plus-values sur des jeunes qui auraient en partie formés, elle disparaît. Yann, de votre côté, sur le terrain, aux entraînements, vous en parlez de ça, des finances des clubs, des salaires Des fois, on entend quelques rumeurs. Quelques rumeurs. Après, nous, on est plus concentrés sur le terrain. Ça veut dire que... Tu as bien raison. Il y a des gens qui sont mis en place justement pour régler ce genre de problème. Nous, on est plus... on ne sait pas jouer au foot, alors... Nous, on parle de ça. Non, mais après, je comprends, tout à fait, c'est normal. Nous, par exemple, pour parler un peu du Racing, on a une bonne académie qui arrive à vraiment former des joueurs de la préformation à l'âge de rentrer au centre de formation. Et il y a beaucoup de joueurs qui quittent justement l'académie du Racing pour aller dans des clubs, des fois en Allemagne ou ailleurs. Et je pense que c'est des choses qui permettent de développer le football aujourd'hui, c'est-à-dire de former des jeunes et pouvoir après les placer dans des clubs où la visibilité dans d'autres championnats, dans d'autres pays va faire qu'il y aura un peu un mouvement qui va se créer autour du championnat. Et je pense qu'il y a d'autres clubs au Luxembourg qui fonctionnent sur ce principe. Voilà. Et nous, ce qu'on appelle... développer un peu cet aspect. Tout à fait. Et nous, ce qu'on appelle de nos voeux, c'est que le Luxembourg, finalement, devienne un pays où les
Les clubs jeunes viennent qui piocher. sortent d'une formation peuvent rester parce que ce sera un championnat soit professionnel ou semi-professionnel, mais en tout cas qui pourra leur apporter les résultats, les parcours européens, etc. Moi ce que je veux dire pour conclure. L'émission dure 1h20. Ouais. Non, je pense qu'on a un potentiel complètement dingue, mais il est tout aussi inexploité. On a plein de choses à améliorer, on a plein de choses à travailler, mais une fois qu'on aura mis la machine en route, on peut faire des choses. On a beaucoup d'entreprises qui ont des sièges sociaux ici. Il y a de l'argent, mais je pense qu'il faut leur avoir envie de venir vers le foot. Et aujourd'hui, les gens qui connaissent pas, on a cette poche d'habitués, d'anciens, d'historiques qui viennent au match ou autre, mais on reste entre nous quoi en fait. Et il faut s'ouvrir et il faut être meilleur. Il faut être meilleur dans plein de domaines. Donc, et tu l'as dit, prendre exemple peut-être sur le travail qu'a fait la Fédé sur la sélection nationale. Et on s'y inclut dedans, clairement. On s'y inclut. Nous aussi, on doit faire plein de choses mieux. On doit vous aider à promouvoir tout ce que vous faites. Mais pardon. Donc, comme l'exemple de la Fédé sur maintenant. la sélection nationale, et c'est justement l'heure de notre page internationale. Là, les Rouge Leven ont fait leur rentrée au mois de septembre avec 2 matchs, un déplacement à Belfast en Irlande du Nord où ils ont perdu 2-0 et puis la réception de la Biélorussie au stade de Luxembourg avec encore une défaite 1-0. Ouais, compliqué. Alors, compliqué pour cette rentrée. On va pas s'apesantir sur les frasques, l'affaire de Gerson Rodriguez, ouais. Oui. Non, je dis juste compliqué, oui, mais après, on s'attend pas à ce que l'équipe gagne ses matchs 3-0 à chaque fois. Je suis d'accord, mais moi, je m'attendais pas à ce qu'on fasse 0/6 non plus, quand même. Et Lukols non plus par rapport à la Biélorussie, même s'il avait vu un bon match entre la Biélorussie et la Bulgarie. Et du coup, ça s'agite au niveau de la presse, des réseaux sociaux. On se demande si Lukols est l'homme de la situation. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Je vais reprendre à mon compte cette question. Est-ce que Lukols est toujours l'homme de la situation ? C'est la question que je vous pose, messieurs. Avant de répondre directement à la question, j'ai envie de mettre un peu de contexte. Non, je veux mettre du contexte pour justifier justement ma réponse. Parce que déjà, il faut se rendre compte que l'équipe Luxembourg a fait un super parcours lors de la dernière campagne, on le sait. Mais il faut aussi voir que l'effectif est ce qu'il est et que il est quand même un peu limité. Voilà, en plus, là, il y a des absents qui sont là de longue date. Je pense notamment devant à Vincent Thiel et Borges, Ivandro Borges, qui font que en fait, tu es très vite sur la jante dès qu'il te manque 1, 2, 3 joueurs importants de ton équipe. Sans parler de Gerson, quand il est là, quand il n'est pas là, quand il a envie de jouer, Gerson, quand il a ça pas envie de commence jouer. à devenir un problème. C'est compliqué. Ah oui. Et du coup, je crois que le problème est réglé là maintenant. Je sais pas. On sait pas trop. Ça se trouve qu'au prochain rassemblement, il va revenir, il va marquer 1 ou 2 buts et puis ça va repartir pour un tour. En fait, tout ça pour dire que Lukols, il fait quand même avec ce qu'il a, avec les moyens du bord, notamment devant où c'est quand même super dépeuplé en ce moment. Et où ton meilleur joueur, Gerson, est à court de forme. Parce qu'il n'y a pas de grand scandale. Non. Il n'oublie pas de mettre un joueur. Pour moi, les meilleurs joueurs sont en sélection du moment. Donc, à un moment, ton niveau, est-ce que c'est pas ton niveau finalement d'aller perdre en Irlande du Nord 2-0 sans qu'il y ait trop grand-chose à redire ? Moi, je sais pas. Après, c'est plus sur le match sur la Biélorussie où je suis un peu déçu parce que la deuxième mi-temps était vraiment pas terrible. Il n'y a pas eu de révolte en fait. Il n'y a pas eu de révolte, c'est ça, tu sens un effectif. Enfin, franchement, quand tu prends le but, moi je me suis dit, c'est fini, on ne reviendra pas, et on n'est jamais revenu. Donc, après, de là à dire que Lukols c'est plus l'homme de la situation, je pense pas. Je pense qu'il sait très bien comment le Luxembourg fonctionne. Ça fait 14 ans qu'il est à la tête de l'équipe nationale. Il a, mine de rien, amené aussi un certain niveau d'exigence et un standing de performance qu'on n'avait jamais vu avant. Donc, il faut aussi lui reconnaître ça. Donc, de là à dire que c'est plus l'homme de la situation, je pense pas. C'est encore un peu rapide pour le dire. On a perdu 2 matchs. C'est la Nations League. Je pense que il faut raison garder. Il manque des joueurs, donc c'est pas là-dessus que je vais enterrer Lukols, quoi. Après, on se met aussi à la place de nos lecteurs ou des gens qui supportent l'équipe nationale. Quand on a un sélectionneur qui est depuis 14 ans à la tête de l'équipe, oui, tu peux te poser les questions. Oui, c'est sûr. Je crois qu'en France, Deschamps, ça pareil, fait 12 ans. Deschamps... je suis du même avis, le matos, les joueurs, les 2-3 absents, c'est compliqué à pallier. Ce qu'il faut dire, c'est que la reprise de l'équipe nationale, toujours en septembre, pour toutes les sélections, c'est toujours une période un peu délicate, parce qu'il y a des transferts qui viennent à peine d'être finalisés, des changements de club. Donc,
Ouais, il y a plein de C'est ça. choses. T'as des écarts de Mais, rythme. mais, et de mais moi, prépa. je pense qu'on devrait aussi calmer notre ambition. Enfin, Ouais, je il suis faut être d'accord. ambitieux évidemment avec l'équipe nationale, mais on a fait un super parcours avec un groupe qui était très homogène et on a réussi à faire le maximum de ce qu'on pouvait. On n'a pas beaucoup de regrets à avoir, même Donc le un match peu en en, Géorgie. un peu en trompe-l'œil. le Non, coup. c'est pas. Non, mais je crois qu'on est à notre prime au niveau de l'effectif. Ouais, c'est ça. En fait, t'avais Je pas de pense blessure, que- tout le monde était là, Je tout le monde pense en que pleine là, bourre. on était au top où il y a eu peu de blessures. Ça, Les Gerson avaient un club. ouais, il jouait. Ils jouaient, même si c'était pas non plus. Ouais, après parfait. Gerson, c'est toujours comme ça, mais voilà, t'avais Non, des Borges, non. les Thiel qui, Ouais, Thiel qui voilà, étaient franchement, là. il n'y a pas beaucoup de regrets à avoir sur Le on va vrai revenir vol. vite fait sur le barrage. C'est le match d'après. C'est le barrage. ouais, non, le barrage, c'est dommage parce que ce but refusé, pour moi, il n'y a même pas faute en plus. Ouais, c'est... Enfin, Oui, le but refusé, le carton rouge. garçon, enfin, mais là, le match s'arrête. Tu n'as même pas le temps de trop rêver. C'est quoi, c'est à la. 50... oui, c'est au retour de. 50e, Ouais, c'est au vestiaire, retour ça, des ça, vestiaires. ça. Le match est fini là, c'est fini. Ouais. Donc il y avait et quand tu vois que derrière la Géorgie Ils font un passe euro de ouf, aussi ouais. au tir au but, ils font 1 euro. Ah, tu te dis t'es vraiment pas loin. Ouais. Mais bon, Tu suis, toi, un petit peu, Yann? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, j'ai un ancien coéquipier, Laurent Jans, qui était avec moi À en Mannheim. Mannheim, exactement. Après, moi, comme je disais plus tôt, je pense que la sélection, c'est vraiment une question de cycle. C'est-à-dire que ça dépend de la forme des joueurs dans leur club, s'il y a des transferts. Et puis après, il y a aussi des nouveaux joueurs qui arrivent, qui s'adaptent aussi. Et des joueurs qui ont été performants à un moment donné, qui sont un peu moins bien. Donc après, c'est, je pense, une question d'alchimie entre les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir allier la performance et s'adapter à ce qui se produit sur le moment. Mais voilà, je pense que c'est une question de cycle. Des fois, il y a des joueurs qui vont s'adapter plus vite, qui vont être en forme, pas de blessés, donc tout le monde est là, tout le monde est performant en Ouais, club, c'est et clair. des fois, il faut un peu s'adapter à la forme du moment. Donc, Eh ben, espérons que le momentum soit venu pour le Luxembourg. Rendez-vous le 12 et 15 octobre prochain face à la Bulgarie, puis en Hongrie face à la Biélorussie. 2 déplacements, non? C'est 2 Ouais. déplacements, effectivement. Bien, merci messieurs beaucoup d'avoir été là pour cette rentrée du Clubhouse avec nouvel habillage, nouvelle musique, nouvelle chemise. Mais en tout cas, toujours le même entrain pour vous parler de football. Boris, on se revoit vendredi. Ouais, à vendredi, Marco, à vendredi à tout le monde. Simon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions Ouais, et surtout c'est un pris plaisir beaucoup de de- temps pour y répondre. Et surtout, merci. Ok, j'avais pas capté le. Merci surtout à notre invité Yann Mabella d'avoir accepté notre invitation et puis de nous avoir Merci apporté ses lumières. un plaisir, merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux avec un maillot du Racing. Ouais, je vais j'aimerais bien aussi recevoir mon exemplaire de drill. Ah là. Et ben, le coup. tu repartiras avec un exemplaire de dribble. Quant à nous, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous dit à bientôt. Allez, bye bye.